Une des manières qu'on a d'économiser de l'énergie, c'est d'améliorer l'efficacité de la chaîne énergétique, du système énergétique. Oui. Ah, beaucoup plus. Non. E égale 1,5 de MV2, donc ça ne change pas. Donc si vous avez une plus grosse masse et une plus grosse vitesse, c'est un plus gros moteur, ça consomme plus. C'est pour ça que, soit dit en passant, la tendance actuelle qui est d'alourdir les voitures et de vendre des SUV à tout le monde, c'est évidemment quelque chose qui est totalement antinomique avec le fait de s'occuper sérieusement de la question climat. Donc je revenais à ce que je disais, à partir du moment où on a envie de gagner sur la quantité d'énergie qu'on utilise, une des choses qu'on peut imaginer de faire, c'est d'améliorer le rendement, enfin la chaîne, qui va de l'énergie qu'on trouve dans la nature à l'énergie qui rentre dans une machine ou même qui nous rend un service. Alors il y a 3 termes qui sont fréquents dans le monde énergétique qu'il faut avoir en tête. Le premier terme, ou premier adjectif, c'est primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie telle qu'on la trouve dans la nature. Donc, je vous ai dit au premier cours qu'à cause de la loi de conservation de l'énergie, tout ce qu'on pouvait faire avec cette grandeur, c'était de trouver dans la nature de l'énergie déjà existante et de s'en servir à notre profit. Donc il faut qu'elle existe, cette énergie. Et donc cette énergie, encore une fois, quand elle existe, elle s'appelle primaire. Alors dans l'énergie primaire, on va trouver tout ce qui brûle, charbon, pétrole, bois, gaz, etc. On va trouver la force des éléments, par exemple la force de l'eau qui tombe, le vent qui souffle. On va trouver du rayonnement électromagnétique, le soleil. On pourrait, si on savait brancher les machines à laver sur les éclairs d'orage, trouver de l'électricité. Pour le moment, on ne sait pas bien. Voilà, donc c'est tout ce qu'on trouve dans la nature et qui est une source d'énergie possible. Cette énergie primaire va alimenter notre système énergétique. Donc le système énergétique, que dans les statistiques on appelle parfois aussi industrie de l'énergie, c'est la même chose. C'est tout l'appareil industriel que nous avons créé qui ne sert à rien d'autre que d'extraire de l'énergie primaire de l'environnement et d'en faire de l'énergie qu'on appelle finale, c'est-à-dire qu'il va pouvoir alimenter une machine hors du système énergétique. Alors une machine hors du système énergétique, c'est quoi? C'est un lave-vaisselle, un aspirateur, une voiture, un projecteur de cinéma ou un sonotone pour ceux qui n'entendent pas bien. Voilà, tout ça, c'est des machines qui sont alimentées par de l'énergie qui sort du système énergétique. Le système énergétique, il est lui aussi soumis à la loi de conservation de l'énergie. Donc la loi de conservation de l'énergie vous dit que l'énergie finale qui sort du système, c'est au plus égal à l'énergie primaire, et en fait ça sera toujours inférieur à l'énergie primaire. Les pertes que vous pouvez avoir quand vous passez, non j'y viendrai après, quand vous passez du système primaire au système final peuvent être extrêmement élevées, et en tout état de cause, elles sont toujours supérieures à 0%. Après, il y a une autre forme d'énergie dont on parle parfois, qui est ce qu'on appelle l'énergie utile, c'est-à-dire celle qui vous rend vraiment un service. Alors, je prends l'exemple d'un frigo. Le frigo, il utilise une énergie finale, de l'électricité. Par contre, il a lui-même un rendement, parce que ce qui vous intéresse, en ce qui concerne le frigo, c'est pas qu'il consomme de l'électricité, c'est qu'il vous extrait des calories de l'intérieur du frigo. Comme ça, vous êtes sûr que votre bière est toujours au frais. Donc l'énergie utile, dans cette histoire, c'est l'énergie de refroidissement de la bière, très accessoirement de tout le reste de ce qui se trouve dans le frigo. Vous avez encore dans cette histoire donc un rendement de conversion entre finale et utile. C'est pareil quand vous avez quelqu'un qui se déplace dans une voiture, l'énergie utile, c'est soit l'énergie de déplacement du bonhomme, donc E égale 1,5 de MV2 appliqué au bonhomme, soit à l'arrière, E égale 1,5 de MV2 appliqué à la voiture, c'est beaucoup moins que l'énergie finale qu'on a mis dans le réservoir de la voiture. Alors les pertes se baladent n'importe où entre 5 et 75% pour primaire vers finale. 75% typiquement c'est les turbines à combustion qu'on utilise pour l'hyperpointe dans un réseau électrique et qui sont en gros des moteurs d'avion. Et ça a des rendements qui sont 20, 25, 30%. D'accord? Alors c'est des trucs dont on se sert 200 heures dans l'année, hein, c'est pas très grave que c'est un mauvais rendement. 5% c'est dans les très bons cas de figure quand vous avez, je sais pas, une éolienne avec très peu de frottement ou bien un barrage avec très peu de frottement.
Et puis entre les deux, vous avez toute la gamme, et dès que vous faites de l'électricité avec une machine de Carnot, donc dès que vous faites de l'électricité avec de la chaleur qui derrière va faire tourner un alternateur, à ce moment, vous avez un rendement qui ne dépasse jamais, en cycle simple, 45%. Un tout petit peu plus quelquefois. Quand vous êtes en cycle combiné, sur le gaz, vous pouvez atteindre 55-60, c'est-à-dire que vous avez deux cycles différents, mais sur un cycle simple, vous pouvez vous dépasser rarement 45%. Et le rendement moyen d'une centrale à charbon dans le monde est le même que le rendement moyen d'une centrale nucléaire dans le monde, c'est-à-dire un tiers, en gros. Dans la transformation finale vers utile, là aussi, vous avez des pertes importantes. Par exemple, dans un moteur de voiture, vous avez des pertes qui peuvent atteindre jusqu'à 80%. Parce qu'évidemment, vous n'avez jamais un rendement de 1. Plus vous êtes hors de la plage optimale de régime, les moteurs sont ajustés pour des plages optimales de régime, et plus le rendement est mauvais. Donc, j'y reviendrai après, une façon de faire des économies, c'est de dire, je vais optimiser cette chaîne, et comme ça, pour la même quantité d'énergie utile à l'arrivée, par exemple la même quantité de bière refroidie dans le frigo, je vais utiliser beaucoup moins d'énergie primaire, et du coup, je vais mettre moins de CO2 dans l'atmosphère et moins dépendre des stocks d'énergie fossile. Donc l'optimisation de cette chaîne est un moyen d'économiser de l'énergie. Alors, prenons un exemple. Voilà une partie de l'approvisionnement énergétique allemand. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ça? C'est une excavatrice de la guerre de 180. Vous savez quelle hauteur ça fait? 150. À peu près, oui. Un peu moins de 150 mètres. Est-ce que vous savez retrouver où est le bulldozer sur la photo? C'est exactement. Le bulldozer, je vais y arriver, c'est le petit truc jaune qui est là. Ça, c'est un bulldozer. D'accord. Alors ça, c'est une excavatrice à lignite qui, sauf erreur de ma part, se trouve dans la mine de Hambach, près de Cologne. La mine de lignite la plus profonde en Allemagne, elle est à 300 mètres sous le niveau de la mer. C'est un truc qui fait 5 km sur 5 km, et vous avez un truc comme ça au milieu qui vous extrait la lignite, qui est un charbon jaune, donc riche en eau et riche en cendres, qui va alimenter une centrale à charbon. Voici une centrale à charbon. J'y reviendrai la prochaine fois, mais je vous rappelle que les tours réfrigérantes ne sont pas l'apanage des centrales nucléaires, c'est juste l'apanage des centrales thermiques en bordure de rivière. Vous avez plein de centrales nucléaires en France qui n'ont pas ce genre de tour, toutes celles qui sont en bord de mer, et vous avez plein de centrales à charbon qui sont en bord de rivière et qui ont ce genre de tour. Quand vous allez de la lignite vers l'électricité, vous avez des pertes importantes, et donc vous allez retrouver simplement 30 à 45% du contenu énergétique de votre lignite sous forme d'électricité. Après, vous allez transporter l'électricité jusqu'à un endroit où vous en servez. Là, vous allez perdre de l'ordre de 8%. Après, vous allez mettre ça dans un frigo. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que le frigo, j'ai pris un exemple un peu taquin parce que c'est une pompe à chaleur, donc c'est un rendement thermodynamique supérieur à 1. Et votre énergie utile, c'est ce qui va vraiment permettre de refroidir ce qui se trouvera dans le frigo. Là, vous êtes typiquement sur un exemple où, de bout en bout, le rendement peut être pas très éloigné de 1, parce que le COP d'un frigo, c'est 2, 3. Donc ça peut être pas très éloigné de 1 quand vous allez du primaire vers l'utile. Maintenant, je prends un autre exemple. On va partir du pétrole. Donc voici un endroit où on récupère du pétrole de terre. Et quand vous récupérez le pétrole de terre, vous avez déjà une perte, parce que vous avez besoin d'énergie pour pomper le pétrole, d'accord, et l'extraire de terre. En fait, l'énergie qui est nécessaire au pompage du pétrole de terre, dans les mauvais cas de figure, ça atteint jusqu'à 1/3 du contenu énergétique du pétrole pompé. Hein, dans les mauvais pétroles de schiste, entre guillemets, là où vous avez besoin de beaucoup fracturer, beaucoup pomper derrière, et avec pas tant de pétrole que ça à récupérer, ça peut être de l'ordre du tiers. Dans les sables bitumineux au Canada, vous êtes aussi à des rendements qui sont de cet ordre-là. Vous avez besoin, en gros, de perdre 1/3 de l'énergie en cours de route. Ensuite, ce pétrole va être raffiné.
Quand on raffine du pétrole, vous en perdez 15%, parce que le raffinage, c'est une distillation. La distillation, c'est comme pour le cognac, il faut chauffer. Et donc, vous allez perdre une partie de l'énergie contenue dans le pétrole initial pour effectuer cette distillation et avoir des produits raffinés. Vous allez mettre ces produits raffinés dans une voiture, dont le rendement est de 20 à 40%. Et avec ça, vous allez transporter un bonhomme. Alors, si vous considérez que l'énergie utile, c'est pas l'énergie cinétique de la voiture, mais c'est l'énergie cinétique du bonhomme, parce qu'après tout, si on pouvait se déplacer à 80 km/h sans risque d'en mourir, parce qu'on avait une bonne carapace sur nous, et en écoutant notre musique préférée sans avoir besoin d'une voiture, bah, peut-être qu'on pourrait considérer que l'énergie utile, c'est juste nos 70 ou 60 ou 80 kg qui se déplacent à 80 km/h et pas l'énergie cinétique de la voiture. Donc là, vous voyez, même si vous vous arrêtez là, vous avez quand même un rendement de chaîne qui est assez bas. Et évidemment, la tentation est toujours de se dire, c'est pas la peine d'enquiquiner le consommateur qui achète une voiture, on va embaucher les bons ingénieurs des mines qui vont bien, et on va leur demander de travailler là-dessus, là-dessus et là-dessus, ça tombe bien, il y en a plein chez les affreux pétroliers et plein chez les affreux constructeurs, et on va leur demander de se creuser un peu les méninges et de nous optimiser tout ça. Quand on voit les pourcentages, encore une fois, c'est quelque chose dont on se dit, c'est normal. Alors, c'est normal, sauf que vous avez ici, quand vous pompez du pétrole en provenance d'une roche poreuse, vous luttez contre la capillarité, hein, et à un moment, il y a des rendements, enfin je veux dire, vous ne pouvez pas aller à 1 de rendement, c'est juste pas possible, vous avez des barrières physiques, et en fait, là, ça a plutôt tendance à se dégrader au cours du temps, ici, parce que les gisements qu'on exploite, les nouveaux gisements qu'on trouve sont plutôt moins sympathiques que les anciens. Là, vous êtes limité par la quantité d'énergie qu'il faut pour distiller, donc c'est pareil, hein, vous ne pouvez pas être à 0 perte. Là, vous avez une machine de Carnot, donc c'est pareil, vous ne pouvez pas être à 0 perte, et vous ne pouvez même pas améliorer de manière absolument considérable le rendement des moteurs. Donc c'est une tentation forte quand on voit ce genre de chiffres, mais il faut bien voir qu'il y a souvent des règles, des lois physiques qui limitent par construction les rendements, et ce n'est pas nécessairement très simple d'aller très au-delà. Je vais un peu élargir le raisonnement que j'ai commencé à tenir en disant c'est tentant de regarder comment est-ce qu'on peut optimiser les rendements physiques. La grande famille d'économie d'énergie qui est celle vers laquelle vont toujours en première approche tous les gens qui s'intéressent à la question, c'est l'efficacité énergétique. Alors l'efficacité énergétique consiste à obtenir exactement le même service en améliorant les rendements de chaîne de bout en bout. Donc typiquement, j'ai une voiture qui est toujours la même, avec laquelle je parcours toujours, elle a fait le même poids, elle fait la même puissance, je parcours toujours la même distance, mais j'ai demandé à messieurs Peugeot, Renault, enfin Renault Fiat Chrysler maintenant, et consorts, de se creuser la cervelle pour que ça consomme moins de carburant quand je fais tout ça. Et donc, à l'arrivée, comme je ne vais pas faire plus de kilomètres, enfin c'est ce que je dis, et que je ne vais pas acheter une voiture plus grosse, évidemment c'est ce que je dis, eh bien, je vais avoir le même service avec moins d'énergie. Donc ça, c'est l'efficacité. De la même manière, dans le logement, si j'ai le même espace habitable et que je demande à une société que je ne nommerai pas d'isoler correctement mon logement et à une autre société que je ne nommerai pas de me faire une chaudière à condensation, etc., j'aurai le même confort thermique en ayant utilisé moins d'énergie. Alors, ça, c'est l'efficacité. Voilà, et ça marche également, évidemment, pour les produits que j'achète. Si les industriels, ces affreux industriels pollueurs, eh bien, arrivent à me faire les mêmes produits en ayant utilisé moins d'énergie, eh bien, j'ai résolu une partie de mon problème, je n'ai pas été obligé de toucher à ma consommation. Une autre famille d'économie d'énergie, c'est l'exact inverse. Je ne demande pas à l'industriel de faire des progrès et je ne demande pas à ma voiture d'être plus efficace. Je décide délibérément d'avoir moins de services, donc de conduire moins de kilomètres, d'acheter moins de produits, etc. Et ce truc-là, ça s'appelle la sobriété. Donc la sobriété, en gros, c'est je m'auto-inflige une limitation de ce que je consomme. Et évidemment, si je ne le consomme pas, il n'y a pas besoin de le fabriquer. Et à ce moment, on a les économies d'énergie correspondantes au fait que je n'ai pas eu besoin de le fabriquer. Il y a une variante de la sobriété qui est celle qui arrive sans qu'on m'ait demandé mon avis, et ça s'appelle la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est tout simplement, j'ai une limite qui s'impose à moi et qui m'empêche de consommer,
et à ce moment, évidemment, on économise l'énergie qui est nécessaire, ou qui était nécessaire, à ce que je consommais avant. La grande différence entre la sobriété et la pauvreté, donc c'est pas physique, dans les deux cas de figure, je vais moins consommer, mais dans le premier cas, je le désire, et dans le deuxième cas, je ne le désire pas. Donc évidemment, dans le premier cas, ça se gère socialement plus simplement que dans le deuxième. Parce que quand je désire un truc, c'est quand même socialement un peu plus simple que quand je ne le désire pas. Mais un truc essentiel à avoir en tête, c'est que dans les deux cas de figure, que ce soit sobriété ou pauvreté, c'est récessif. Parce que du coup, on ne fabrique plus. Donc on ne produit plus. Donc le bout du PIB qui correspondait à la production disparaît. Donc la sobriété est quelque chose qui marche de manière généralisée à partir du moment où on accepte l'idée que ça va avec le fait de faire décroître le PIB tel qu'il a été conçu, soit dit en passant, parce qu'au moment où il a été conçu, le PIB, c'était vraiment pour mesurer des tables et des verres. Faire décroître le PIB, j'en reparlerai un peu plus tard quand on parlera des systèmes dans lesquels on vit, ça a une toute petite conséquence de court terme, c'est que ça fait décroître la base fiscale. Et donc, vous n'allez pas voir à peu près un élu, sauf rares exceptions, qui se présente devant les caméras en disant « c'est ça que je vais faire ». Parce que ça lui crée immédiatement un problème budgétaire de court terme qu'il ne sait pas résoudre. Donc la quasi-totalité du monde politique n'envisage absolument pas de généraliser ces deux trucs-là. Par ailleurs, généraliser ces deux trucs-là suppose d'embarquer la totalité des consommateurs, alors que de s'occuper de ça, ça suppose juste de taper sur la tête de quelques industriels et de quelques ingénieurs des mines. Donc c'est quand même, en termes de population qu'on met sous contrainte, beaucoup plus petit numériquement. Et comme dans les démocraties, chaque personne a un bulletin de vote, quelle que soit sa position, en général, toute solution qui permet de minimiser le nombre de gens sur lesquels vous avez besoin de taper pour régler un problème est une solution préférentielle. D'accord ? Donc il y a très très peu de discours sur les deux cases du bas. Alors maintenant, pour revenir au début de ce cours, à partir du moment où on accepte l'idée qu'au plus pour des raisons géologiques, l'approvisionnement énergétique baissera de toute façon, il est assez simple de comprendre que tout ce qu'on ne fera pas au titre de ça et de ça, on le fera au titre de ça. C'est très simple, hein. J'ai que 3 tiroirs dans ma commode. Hein. Donc tout ce qu'on ne réussit pas à faire au titre de l'efficacité ou de la sobriété se fera sous forme de pauvreté. Et donc ça renvoie à la question que vous m'avez posée au début de ce cours, qui est où est-ce que ça se passe? Eh bien ça se passe déjà quand un pays est sous contrainte énergétique, là où vous voyez augmenter les poches de pauvreté, d'inégalité, etc. C'est là que ça se passe. Bon, j'aurais dû vous projeter ça après primaire finale. Ici, vous avez tout simplement le diagramme primaire finale de la France, dans lequel vous voyez ici donc, les énergies primaires qu'on utilise, ici les énergies finales qu'on utilise. Ce que vous voyez, c'est que sur le pétrole, il y a très peu de pertes intermédiaires. Sur l'électricité primaire, il y en a énormément parce que c'est de la chaleur perdue. Voilà, c'est essentiellement ça l'idée. Je ne vais pas revenir en détail. Dans le monde, la conversion primaire vers finale nous fait perdre, en gros, je dis bien en gros, à peu près 5 milliards de tonnes équivalent pétrole d'énergie, c'est-à-dire, enfin oui c'est ça, entre 4 et 5, c'est-à-dire un gros 40% de l'énergie primaire. Donc c'est clair que, vu de Mars, vous vous dites, là il y a quelque chose à gratter. Mais j'insiste, c'est essentiellement dû à la production électrique. Et la production électrique, comme je vous l'avais dit dans un cours précédent, est aujourd'hui essentiellement faite avec des combustibles fossiles. Et donc là, vous avez essentiellement la perte due au fait que c'est une machine de Carnot et vous pouvez juste rien y faire. Vous pouvez un peu monter la température de la source chaude. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus. Alors, voilà ou revoilà. Je ne sais pas si je vous l'avais montré en fait, ça, je ne suis pas sûr. Voilà ou revoilà donc la décomposition de la production électrique dans le monde et ce que vous voyez c'est qu'aujourd'hui l'essentiel est fossile, vous avez ici les 3 sources fossiles, gardez en ordre de grandeur que pour faire 1 kWh d'électricité au charbon on émet 1 kg de CO2.
C'est un ordre de grandeur qu'il n'est pas inutile de garder en tête. Le gaz est aux alentours de 400 grammes, le pétrole plutôt aux alentours de 800. Les deux grands modes décarbonés aujourd'hui en ce qui concerne l'électricité, c'est l'hydroélectricité et le nucléaire. Et tout en haut, là, vous avez les nouvelles énergies renouvelables, alors qui se baladent n'importe où entre 10 et 250 grammes de CO2, selon que vous êtes avec une éolienne dont l'électricité n'a pas besoin d'être stockée, ça c'est 10 grammes, ou avec un panneau solaire dont l'électricité a besoin d'être stockée sur batterie particulièrement performante, et à ce moment vous êtes plutôt à 250. Hein. Donc il y a une très grande plage de variation. Ce que vous voyez ici, et alors j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais c'est que la quantité d'électricité qu'on utilise aujourd'hui dans le monde a considérablement augmenté par rapport à il y a quelques dizaines d'années. On est à peu près à 25 000 milliards de kilowattheures. Et ce que vous voyez, c'est que dans les nouvelles énergies renouvelables, en fait, vous avez le vent et la géothermie, on va dire, biogaz géothermie, qui sont les deux modes dominants.